Côte nord-ouest du Groenland dans la baie de Melville, le petit village de Kuchlerswark. Là, quelques irréductibles Inuits pratiquent encore la chasse traditionnelle pour nourrir leur clan, comme leurs ancêtres avant eux, et ce depuis la nuit des temps. Il est 4 heures du matin dans ce petit village endormi de 400 âmes. Au mois d'avril, le soleil ne se couche plus vraiment. Et même si les hommes sortent d'une hibernation qui aura duré 6 mois, il fait moins 25 degrés dehors, et on vole avec délectation encore quelques instants à cette nuit imaginaire. Au bout du village, pourtant, les apparences sont trompeuses. Uli, 43 ans, s'apprête à partir à la chasse. Il affûte son harpon et aiguise de temps à autre son regard par-delà la fenêtre de la cuisine, attendant le moment où le soleil sera assez réconfortant pour oser un pied dehors. Je suis impatient de partir à la chasse, parce qu'il se passe toujours quelque chose d'imprévu. C'est un peu comme partir à l'aventure. Et puis, chasser le phoque, c'est gratifiant aussi parce qu'on ramène de quoi manger pour toute la famille. Quand je pars pour plusieurs jours, il m'arrive même de revenir avec de la baleine, du narwal ou de l'ours polaire. Le plus important, c'est de ne pas oublier le pétrole pour les réchauds et les balles pour les fusils. C'est important également d'avoir de quoi réparer les traîneaux. Ça peut nous sauver la vie. Du coup, on emporte des cordes, des clous et un marteau. Autrefois, il m'arrivait de les oublier. Mais maintenant, avec l'expérience, je les ai toujours sur moi. « 8 heures. Dernier regard porté par-delà la fenêtre. Dehors, le village se réveille. Comme partout ailleurs dans le monde, on va qu'à ses occupations quotidiennes. On va faire ses courses, on se prépare à aller en classe, ou on décide d'emprunter le chemin de l'école buissonnière. Comme presque partout ailleurs dans le monde, les Inuits sont connectés à 2 mains. Ils ont un compte bancaire, un identifiant Internet et un pseudonyme Facebook. Mais comme pour ralentir la course du temps, Uli est l'un des derniers à préférer la chasse au supermarché. Nous avons décidé de l'accompagner dans son itinérance, conscients que la nouvelle génération n'aura peut-être bientôt plus cette chance. Le climat se réchauffe, la banquise se rétracte. Le monde change plus vite que les saisons. Je mets 4 pulls. Le plus important, c'est les bretelles. Parfois, je les perds et c'est énervant. Non, pas tout de suite. Sinon, je vais transpirer.
Les chiens sentent que le départ approche. Ils réclament le moment où ils pourront se libérer du poids de leur chaîne, pour fondre, toutes pattes dehors, sur la banquise encore endormie. Un duvet, un réchaud, quelques outils, une tente, un harpon et un traîneau. Tout juste l'essentiel. Autrefois, j'avais 2 scooters des neiges. Mais je vous avoue que je leur préfère les chiens. Largement. Eux, au moins, ils ne tombent pas en panne. C'est mon 2e harpon. Il a un flotteur au milieu. C'est pour être sûr de le récupérer. On n'oublie jamais le fusil. Et ça, même quand on ne va pas très loin. Parce qu'on peut toujours tomber sur du gibier. Je l'ai toujours avec moi. Et puis on peut se retrouver nez à nez avec un ours à n'importe quel moment. Je vais encore aller chercher quelque chose. Une sangle pour attacher le matériel au traîneau. Les chiens communient dans un dernier recueillement. Ils sont à l'affût du premier coup de fouet qui leur donnera l'ordre de s'élancer. Paradoxe du chien-loup, qui n'a jamais su choisir entre le collier ou la liberté. À la sortie du village, Uli retrouve ses fidèles et inséparables compagnons de chasse, Martika, Aqualook et Adam. Ensemble, ils resteront sur la banquise le temps qu'il faudra. 2 jours, 3 jours, 1 semaine peut-être. Ensemble, ils vont devoir affronter le froid et les doutes pour espérer nourrir leur clan. Ce sont parmi les derniers chasseurs traditionnels du Groenland, les derniers rois de l'Arctique. Leur avenir dépend de ce que la banquise va bien vouloir leur offrir. Pour l'heure, une seule consigne, s'éloigner le plus rapidement possible des agitations toutes relatives du village. Plein ouest donc. Il faut gagner au plus vite le silence, et puis s'abandonner à l'océan gelé, et laisser les chiens trotter, heure par heure, la banquise pour cadran, comme s'ils espéraient rattraper la course du temps, comme s'ils couraient après le soleil, qui a décidé de les narguer sans se coucher. Quelqu'un le thé?
Heureusement qu'on a emporté avec nous quelques provisions. Hein. Au printemps, quand les phoques se prélassent sur la glace au soleil, ils brillent. Ils sont bien plus faciles à repérer. Là, on ne verra rien pendant un bon moment à cause du voile qu'il y a dans l'atmosphère. Une fois qu'on y verra plus clair, je suis persuadé qu'on trouvera notre bonheur. Avec un peu de chance, on tombera même sur un ours. Il faut toujours garder espoir. Comme pour se rassurer, Uli interroge la banquise. Mais rien pour l'instant. Toutes les raisons sont réunies pour repartir. Chacun leur tour, dans le silence de leur solitude, les hommes se retournent à l'océan gelé. Voilà 5 heures déjà qu'ils se sont abandonnés à l'immensité de la banquise. Et Martika commence même à s'impatienter. Il y a pourtant quelque chose de différent dans l'air. Les chiens avancent à pas de loup, le silence pour appât, comme s'ils avaient repéré une proie. Les hommes réduisent la voilure, seuls les traîneaux de bois et les cordages osent trahir la manœuvre. Et dans l'immensité gelée, les regards se posent maintenant par-delà les icebergs pour tenter de surprendre un ours, un morse, un phoque ou un beluga qui danserait sur la ligne d'horizon. Il y a des phoques. 3. Il nous faut un approcheur. Oui, il va falloir prendre par ce glacier là-bas. Tu vois, celui qui est au loin. Martika, tu as ta veste de camouflage? Oui, là. C'est toi qui vas tenter ta chance alors. D'accord, mais alors tu me prêtes ton fusil. Tu feras attention de ne pas l'enrayer. Hein. À peine perceptible à l'œil nu, des phoques se prélassent à presque 1 kilomètre de là. Martika se prépare. Une chasuble blanche, quelques balles, un affût, un fusil. Mais selon les croyances inuites, le phoque est détenteur d'un esprit qu'il faut savoir séduire pour qu'il s'offre à son chasseur. Aucune arme ne peut rivaliser. Il faut avoir le cœur pur et l'âme en paix pour s'élancer sur la glace. Et c'est seul que Martika part à sa rencontre. Au dernier moment, le phoque plonge dans son trou. Mais à quelques centaines de mètres de là, un deuxième se prélasse. Une deuxième chance s'offre donc à Martika,
de prouver que son âme est pure. Scène troublante de chasse. Et pourtant, on est loin des massacres organisés dénoncés par les sociétés dites civilisées. Les Inuits chassent, comme nous le faisions tous il y a encore quelques milliers d'années, pour se nourrir, tout simplement. La chasse fait partie de notre culture. J'ai tué mon premier phoque à l'âge de 9 ans. On mange sa viande et on vend sa peau, très cher parfois. Le phoque chez nous, c'est comme le cochon chez vous. On voit ça comme ça. Tout est bon. S'il n'y avait pas de phoque, notre peuple aurait déjà disparu. Pas de phoque, pas d'Inuit. On sait que depuis des années maintenant, le monde nous voit comme un peuple sanguinaire, parce qu'on va à la chasse aux phoques. Tout le monde nous juge, mais personne ne sait que si on tue les phoques, ce n'est pas que pour leur peau, mais surtout pour leur viande. La viande de phoque nourrit tout le monde, les hommes et les chiens. Avec le réchauffement climatique, la banquise rétrécit, mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que les phoques puissent disparaître. Bien sûr, il y aura toujours des phoques en 2050, il ne peut pas en être autrement. J'ai déjà essayé de subvenir à mes besoins sans chasser et en allant travailler à terre, mais c'était si différent pour moi. Si j'y suis contraint, je le referai bien sûr. Mais tant qu'il y aura des phoques, je ferai ce que mon peuple a toujours fait. Il y a quelques générations seulement, la vaste majorité des Inuits étaient encore nomades, se nourrissant essentiellement de phoques. Aujourd'hui, ils sont sédentarisés et gavés de pizzas et de burgers congelés. Uli est l'un des derniers Inuits à faire de la résistance, en vagabond des glaces, en chasseur devant l'éternel assurément, voguant de mirage en proie, d'espoir en désuétude. Libre à chacun maintenant de déplorer la mort d'un animal dans la tradition, ou celle d'un peuple dans la modernité. Il est 20h et il fait moins 25 degrés. Au détour d'un iceberg, le convoi retrouve une île au pied de laquelle il a l'habitude de s'installer, nous rappelant que sous la banquise, l'océan Arctique s'étend jusqu'à 4000 mètres de fond et qu'il a déjà englouti plusieurs embarcations. On décide alors de jeter l'ancre, chacun s'occupant de son traîneau et de sa meute de chiens. J'attache les chiens à la banquise. En fait, par là-bas, la glace n'est pas bonne. D'ailleurs, un de mes chiens est tombé à l'eau en venant. On est dans une zone où il y a beaucoup de courant. J'ai 9 chiens au total. Le meilleur, c'est celui-ci. Il s'appelle Beethoven. Il est costaud. C'est lui le chef.
On reste ici pour ce soir. On repartira tôt demain matin vers le nord. On a dû faire pas mal de détours à cause de la glace. On a été très lent. Demain, on se lèvera à 7 heures. C'est bien 7 heures ou 8 heures. On décide quoi alors? À 11h ou à midi? C'est seulement une fois que les chiens se sont restaurés que les hommes peuvent penser à eux. Il leur faut rassembler les traîneaux qui constitueront le sol de la tente. Étape cruciale pour s'isoler du froid de la banquise. Les travées du traîneau se transforment en lattes de sommier, les bâches en matelas pour la nuit. Chaque détail ici relève de la survie. On sait quelle température il fait quand on se couche, jamais celle qu'il fera au réveil. Il n'est pas rare de perdre plusieurs dizaines de degrés en quelques heures, fréquent que le vent se lève avec la lune. On s'amarre, on se noue à la banquise, on se prépare à passer la nuit ensemble. La proximité pour source de réconfort, par économie du geste. Une fois la tente installée, on profite de cette sédentarité d'un soir pour repérer les environs. Et il ne faut pas longtemps à Ouli pour remarquer une faille dans la glace. Il n'est pas rare que les phoques en profitent pour remonter à la surface et respirer. Ouli et Martika se décident alors à installer quelques filets, en espérant qu'au petit matin, une nouvelle proie sera attrapée. À cette saison de l'année, on est capable de poser tous les jours 2 filets de pêche. On installe nos filets ici parce qu'on est proche du Nil, là où il y a des failles. Les phoques suivent les failles de la glace pour rejoindre la rive. Pour avoir plus de chances d'en attraper, on va mettre 1, 2, 3, 4 filets. Bon ben, il n'y a plus qu'à espérer. Espérer, le chemin de croix des chasseurs inuits. Espérer qu'à l'horizon 2050, il y ait encore des phoques. Espérer que d'ici là, la banquise n'ait pas disparu. Moins 30 degrés au réveil. On s'assure que son corps n'est pas aussi engourdi que son âme, et on prend ses repères au chevet du jour qui se lève.
Et à mesure que le soleil prend de la hauteur, les esprits s'impatientent et s'échauffent gentiment. Il est bientôt l'heure de repartir. Qu'est-ce qu'il fait là, ce gros sac? Il gêne le passage. J'ai plein de nouveaux couteaux. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Les emballe pas, mets-les juste à leur place. Il est où mon sac de couchage? Il est là. Au dehors, les filets déposés la veille n'ont rien donné. On tente sa chance en relevant une ligne à flétan. Au bout, pas de flétan, mais un requin polaire qui en est friand. En voulant faire du flétan sa proie, il s'est fait attraper à son tour. Fais attention qu'il ne retombe pas. Ironie de la nature, les requins polaires prolifèrent dans les eaux du Groenland, mais ils sont impropres à la consommation. Regarde, la crevette qu'il avait dans l'estomac est encore vivante. Et puis ces 2 et 3 autres requins polaires pris au bout des hameçons. Pour réguler leur nombre et protéger le flétan, le gouvernement groenlandais offre une prime symbolique à qui leur envoie le cœur d'un requin. Le gouvernement entend ainsi encourager les chasseurs à pêcher le flétan, les hommes à espérer au bout d'une ligne, les nomades à se sédentariser. En attendant, on découpe quelques escalopes qu'on donnera en pâture aux chiens. Les Inuits, eux, les troqueraient bien contre un peu de tranquillité. Enfin, on repart. Aujourd'hui comme hier comme depuis toujours, en quête d'une proie qui contentera la communauté. Et à force de ne rien voir arriver, on se décide à gravir un iceberg qui permettra de voir un peu plus loin que le bout de son nez. Tout ça là devant, c'est de la banquise. Banquise, banquise, banquise. Jusqu'aux icebergs là-bas. C'est beau comme dans un rêve, non? En plus, le ciel est dégagé. C'est beau comme un poème. T'es toujours trop sensible, toi.
Regarde là-bas vers la côte nord. Un phoque. On l'a repéré quand on était plus bas. On cherche le phoque barbu, on pense qu'il est dans le coin. La banquise, c'est l'héritage de nos ancêtres. On est habitué à la vie dans l'Arctique, dans le froid. Bien sûr, on apprécie l'été. Comme les Européens, on aime la chaleur et le soleil. Mais contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas plein de vie d'ici. Avec l'arrivée du printemps, les proies seront bientôt plus présentes encore. Les phoques seront plus visibles sur la glace. Et quand le temps s'améliorera, les chasseurs voyageront et il y aura même des ours à attraper. S'il était rentable de vivre de la chasse, alors je préférerais nomadiser. Je pense à ma famille, bien sûr. J'ai des enfants et une femme au village. Une base est réconfortante et rassurante de nos jours. Mais moi, je sais où je me sens le mieux. La banquise est un éternel recommencement. Avancer, s'arrêter, nourrir les chiens, planter la tente. On a beau y laisser sa trace, chaque jour le vent l'efface. Au petit matin, on regrette presque de s'y être aventuré. Voilà plusieurs heures qu'une bise glaciale oblige les Inuits à rester sous leur tente. Il fait moins 40 degrés au dehors. Et à l'intérieur à peine plus, le réchaud tournant pourtant à plein régime. Un jour, le vent s'est mis à souffler très fort. C'était un peu comme aujourd'hui. On était sur la banquise et on préparait le repas, quand la tente s'est mise à bouger. Je suis sorti et j'ai vu que les chiens étaient tombés dans la mer, malgré qu'ils avaient été attachés. La banquise s'était brisée et ouverte en deux. On dérivait. Quand les plaques de banquise ont commencé à bouger, des chiens ont essayé de se retenir avec leurs griffes. Mais ils ont péri, entraînés par la mer. Certains chasseurs meurent à la chasse. Il y a toujours des risques. Nous allons à la chasse quasiment tous les jours. Et nous croisons de plus en plus de chercheurs de pétrole. Avec le réchauffement climatique, la course au pétrole est devenue une réalité ici dans le Nord. J'ai accompagné une équipe de prospection une fois. Ils disaient qu'ils étaient là pour compter les ours polaires, les narvals, les phoques. Et la compagnie pétrolière les équipait de GPS. Je ne sais pas trop pourquoi ils font ça. Mais ils sont de plus en plus présents. Quand je pense à tout cet argent qu'on vient investir chez nous, je me dis qu'on ne pèse pas très lourd face à ces pays qui possèdent des compagnies pétrolières et des milliards. Et dire que ce sont les mêmes qui nous donnent des leçons sur la chasse aux phoques. Nous, on ne va pas s'immiscer dans leurs affaires pour savoir comment ils prélèvent à la nature telle ou telle espèce pour se nourrir. On ne se mêle pas des affaires des autres, alors qu'on ne se mêle pas de nos phoques et qu'on ne nous impose pas des quotas. Au lieu de ça, il ferait mieux de nous intégrer dans leur recherche du pétrole pour qu'on ne soit pas laissé pour compte.
Ne pas être laissé pour compte. S'assurer qu'on a encore la possibilité de décider pour soi. S'inquiéter du jour où les grandes puissances s'empareront de ces richesses, pendant qu'on mourra de faim et que la glace fondra. Croire qu'on peut encore sonder la banquise et avoir son mot à dire. C'est qu'ici on ne fait pas à sa sauce, mais pour le bien de la communauté. On ne chasse pas, mais on prélève la nature. D'ailleurs, ici on ne cuisine pas, on se nourrit. Et on ne parle pas en mangeant. Le phoque n'est pas une récompense de chasse. C'est un cadeau offert par l'océan. Le vent a fini par se calmer. Il est l'heure d'ajuster la lunette de visée du fusil, car à n'en point douter, avec l'air qui se réchauffe et le soleil qui s'installe, les phoques seront de sortie aujourd'hui. Et c'est à Aqualook, le plus jeune des chasseurs inuits, que revient cette mission. L'occasion pour lui de s'entraîner au tir. À chacun sa cible. C'est un paquet de soupe chinoise qu'il vise. La prochaine fois, ce sera à lui de rapporter le phoque qui nourrira la communauté. Et en effet, il ne faut pas longtemps à Ouli pour repérer dans l'immensité un phoque qui se prélasse, à quelques centaines de mètres à peine de la tente. Et c'est Adam qui cette fois s'élance sur la banquise pour mesurer son âme au phoque. Malgré la difficulté de l'approche, il accepte notre présence dans ses pas. Le chasseur doit s'approcher à pas de loup et sans se faire repérer pour augmenter ses chances de réussite. Mais surtout, il tient à s'assurer que le phoque, une fois tué ou blessé, ne glisse pas dans son trou à l'entrée duquel il se prélasse. La suite se passe de commentaires et se déroule en silence.
Dernier coup de talon pour abréger les souffrances de l'animal. Comme pour libérer son âme. Adam reprend son souffle. Une clope au bec, comme après avoir fait l'amour. Parce que le blé ne pousse pas dans la glace, à chacun son rayon surgelé. Dernier recueil autour de l'animal. Ne pas respecter cette pudeur face à la mort pourrait être de mauvais augure pour la communauté. Mais Uli n'en a pas terminé. Pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de demain, il sollicite toutes les attentions, une dernière fois. Il décide de nous montrer les vestiges d'un symbole qui a tout fait basculer, obligeant les Inuits à troquer leurs tentes contre des cabanes en bois. Ici, on est dans la cabane de Knud Rasmussen. Je ne sais pas trop quand elle a été construite. Elle est très solide. Ça fait des années qu'elle est là. On m'a dit que Rasmussen avait été un explorateur célèbre. Il était danois et à moitié groenlandais. À cette époque a commencé une politique étrange qui a fini par s'appeler G60. C'était une politique qui visait à déplacer les Inuits et les forçait à la sédentarisation. On nous disait que c'était mieux pour nous parce qu'on trouverait au village une clinique, une école. À l'époque, notre peuple vivait exclusivement de la chasse aux phoques et à l'ours polaire. Et puis un jour, on nous a déplacés et on nous a posés là, au village. On nous a appris à pêcher le flétan. Je sais qu'à l'époque, des Inuits ont perdu la tête. Quitter la banquise, c'est perdre son identité. Aujourd'hui, l'histoire se répète avec les compagnies pétrolières. Mais d'un autre côté, malgré le passé et malgré les risques actuels de pollution, on se pose des questions. Notre peuple et notre pays ont la possibilité de pouvoir enfin se développer. Comment dire non au développement? Non, c'est impossible. Comment dire non au développement? Comment ne pas saisir l'or, le diamant, le pétrole caché sous la banquise? Dire oui donc, mais à quel prix et comment? Les uns en prenant soin de se souvenir d'où ils viennent, les autres en se rappelant peut-être que là-haut, tout en haut de la Terre, il y a des hommes. Et ils sont près de 4 millions à vivre au nord du cercle polaire. Uli et sa bande ont fini par rentrer. On leur prédit qu'un jour, ils ne pourront plus repartir, tant la terre et le climat se seront réchauffés. Ce sont les derniers rois de l'Arctique. Certains rentrent du supermarché, eux, de la chasse. Mais comme partout ailleurs, ils ont Internet, ils jouent au foot, ils ont leurs moments de bonheur et de désespoir.
Ils veulent croire en l'avenir. Dernier regard porté sur un monde en devenir. La jeune génération aura à choisir entre Twitter ou les phoques, Facebook ou les chiens. Et ce sera à elle d'écrire la fin de l'histoire.